Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Valérie et Mimi pour cette invitation. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais parler d'histoire environnementale. La demande qui m'a été faite, c'était de fournir un panorama raisonné, disons, de cette approche, l'histoire environnementale. Ce que je vais essayer de faire sous la forme d'un récit historique du développement de ce champ et des grands enjeux de ce champ depuis sa genèse, on va le voir sur les campus états-uniens des années 1960. Donc je vais faire une espèce d'histoire qui sera à la fois intellectuelle, mais aussi sociale et politique de ce courant, l'histoire environnementale. Et pour finir, je vais un peu essayer d'ouvrir sur les perspectives possibles pour ce chantier historiographique. Alors j'ai pas de PowerPoint, ce que je vais faire plutôt, c'est envoyer à Valérie une bibliographie sous la forme d'un fichier. Donc toutes les personnes que je vais citer ici, vous pourrez les retrouver sur ce fichier bibliographique. Au lieu de les noter comme ça à la volée, vous pourrez directement avoir les références sous format Word, ça m'a paru plus efficace. Donc qu'est-ce que l'histoire environnementale? L'histoire environnementale, c'est un courant historiographique qui est aujourd'hui de plus en plus vivace à l'échelle internationale dans le champ de l'histoire. Un courant historiographique dont l'histoire s'enracine, donc, comme je l'ai dit, dans la seconde moitié des années 1960, sur les campus états-uniens, essentiellement de la côte ouest donc des États-Unis. La seconde moitié des années 1960 aux États-Unis, c'est le moment où fleurissent un certain nombre d'approches d'écologie politique, d'écologie scientifique, en matière d'environnementalisme, un certain nombre de courants qui ont plusieurs dimensions. Il y a un certain nombre de publications et d'événements qui symbolisent cette espèce d'essor de l'environnementalisme. En 1962, la parution, bien sûr, du livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux, Silent Spring, qui est une dénonciation, comme vous le savez, des effets du DDT sur cette nature qui est devenue silencieuse parce que les insectes, les animaux ont disparu. En 1968, c'est la parution du livre The Population Bomb de Paul Ehrlich et de l'article fondateur de Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, qui sont deux textes importants pour la structuration de l'environnementalisme néo-malthusien aux États-Unis. L'idée étant que c'est l'excès de population qui, aux États-Unis mais aussi dans le tiers-monde, cause la dégradation de l'environnement, cause l'épuisement des ressources. En 1968, c'est un événement qui est souvent sous-estimé mais très important, c'est la marée noire de Santa Barbara, qui va toucher les côtes états-uniennes et on va avoir sur la côte de Californie des étudiants de Berkeley, de UCLA, de l'Université de San Diego, qui vont venir participer aux opérations de remise en état des plages de Santa Barbara à la suite de cette marée noire. Donc une application directe avec la même année la déclaration de Santa Barbara des droits de la nature, écrit par un historien, Roderick Nash, dont je vais reparler. Mais dès ce moment, donc, une implication des historiens dans des mouvements socio-écologiques. En 1972, ce sera le rapport Limite à la croissance du Club de Rome, qui va prendre la question sous un autre angle, en utilisant des méthodologies du type simulation de systèmes complexes pour penser le futur des ressources et des sociétés mondiales. Donc vraiment un moment très très important, on pourrait continuer, en 1970, un acte fondateur de l'administration américaine, environnementale américaine, un moment de grande intensité. C'est aussi évidemment le moment de la contestation de la guerre du Vietnam, un moment d'essor du mouvement des droits civiques, un moment où le féminisme s'impose sur les campus états-uniens comme une grande problématique. C'est un moment très important, fondateur, d'un point de vue politique et intellectuel pour toute une génération de jeunes docteurs ou de jeunes post-doctorants qui ont fait jusque-là de l'histoire classique, j'allais dire. L'histoire classique dans les années 60 aux États-Unis, c'est de l'histoire diplomatique. C'est de l'histoire éventuellement, l'histoire intellectuelle, l'histoire diplomatique. Des approches éventuellement qui peuvent aussi porter sur de l'histoire de l'État. On verra que toutes ces trois approches classiques, disons histoire diplomatique, histoire de l'État, histoire intellectuelle, vont être réinvesties dans l'histoire environnementale. Un exemple particulièrement net de ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Alfred Crosby, qui va être un des pères fondateurs d'histoire environnementale, et qui a fait sa thèse sur un sujet d'histoire diplomatique, les relations entre les USA et la Russie au XIXe siècle. Il soutient sa thèse et immédiatement, il change complètement de sujet, Crosby, parce qu'il est impliqué dans les mouvements sociopolitiques de ce moment-là. Crosby, ce sera quelqu'un qui va être
parmi les premiers à enseigner dans les Black Studies dans les universités américaines. Ça va être quelqu'un qui, à la fin des années 60, construit des dispensaires pour les salariés du secteur agricole californien, donc pour des latinos qui travaillent dans le secteur agricole en Californie, et il est impliqué dans cette lutte-là aussi, Crosby. Et c'est quelqu'un qui s'implique dans l'environnementalisme en se réorientant jusqu'à publier en 1972 un des livres fondateurs de l'histoire environnementale, son livre sur le Columbian Exchange, l'idée que la découverte entre guillemets de l'Amérique, ou plutôt la découverte de l'Amérique par les Occidentaux, a généré un processus environnemental d'échange d'animaux et de plantes entre donc l'Amérique du Nord essentiellement et l'Europe. Échange qui a contribué d'une part à la conquête de l'Amérique par les Européens et d'autre part à la transformation de l'économie agricole européenne du fait de l'arrivée de nouvelles espèces comme par exemple la pomme de terre. Donc une histoire globale, on ne parle pas encore d'histoire globale, mais une sorte d'histoire globale des échanges d'animaux et de plantes à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est une façon de revisiter une grande question historiographique des années 60, mais comme vous verrez, contemporaine aussi, c'est la question des divergences. Divergences entre les régions du monde, divergences entre les sociétés à l'échelle mondiale. Quelque chose que plus tard, Jared Diamond reformulera en se posant la question pourquoi est-ce que c'est finalement les Espagnols qui ont conquis les empires d'Amérique du Sud et pas l'inverse? Pourquoi est-ce que Madrid n'a pas été pris par les populations d'Amérique du Sud? Pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui débarque et conquiert et pas l'inverse? La réponse que donne Crosby en 1972, c'est de naturaliser cette question en disant eh bien c'est parce que les populations sud-américaines et les populations d'Amérique du Nord, au contraire des Européens, n'avaient pas été mis au contact depuis longtemps de bactéries, de virus, de microbes en tout genre, parce qu'ils avaient des chevaux, parce qu'il y a une inégalité à l'échelle globale dans les espèces animales au départ, et que les échanges en fait, de ces espèces créent des rapports de pouvoir. C'est une façon de dire que ce sont les équilibres naturels, ce sont les systèmes naturels qui ont créé ces inégalités de puissance, et pas une supériorité morale ou intellectuelle ou culturelle de l'Europe sur le reste du monde. La question de l'impérialisme donc qui se pose dès ce moment. D'autres grandes figures de l'histoire environnementale vont naître dans ce même contexte, et on va voir avec des problématiques qui sont elles aussi liées à des revendications sociopolitiques. C'est le cas avec Caroline Merchant, avec son grand livre de 1983, The Death of Nature, qui s'empare de la question environnementale pour l'aborder sous l'angle des rapports de genre. Elle sera fondatrice d'un mouvement qu'on appellera aujourd'hui écoféminisme, une des fondatrices d'un mouvement qu'on appelle écoféminisme. Dès ce moment, elle est en contact et influencée par Donna Haraway, une grande figure des Science Studies, et qui est déjà active sur ces questions de genre, science et nature. On peut penser aussi à un autre membre un autre protagoniste de cette génération fondatrice de l'histoire environnementale américaine, Donald Worster, qui, dans un livre lui aussi fondateur, en 1979, revisite une grande catastrophe socio-environnementale qui a marqué profondément l'histoire écologique et l'histoire de la pensée écologique aux États-Unis, le Dust Bowl. Worster est le plus marxisant de cette génération d'historiens de l'environnement. C'est un geste marxiste assez classique, revisiter un événement comme une catastrophe dite naturelle pour montrer qu'en fait il s'agit d'une catastrophe sociale qui est liée à des modes de production non soutenables. L'argument de Worster étant de dire c'est pas la fluctuation naturelle du climat à l'échelle des États-Unis qui crée le Dust Bowl, non, c'est le fait qu'on a en fait appliqué des modes de production agricole non soutenables dans ces plaines, profitant d'une sorte de réchauffement et d'accalmie climatique dans cette région-là. Derrière ça, il y a une forme de dénonciation du capitalisme. C'est le capitalisme appliqué à l'agriculture dans les plaines de l'ouest des États-Unis qui sont à l'origine du Dust Bowl. C'est un geste qu'on retrouvera plus tard, il y a une filiation dans ces études critiques des catastrophes. C'est un geste qu'on retrouvera plus tard avec les critiques et les analystes marxistes de la crise sahélienne dans les années 70, puis plus tard chez Mike Davis dans son grand livre Les génocides tropicaux, où il déconstruit une famine globale, les grandes famines globales de la fin du 19e siècle, en se référant d'ailleurs aux théoriciens de la crise sahélienne.
Et puis dans l'histoire environnementale naissante des années 60, il y a évidemment une sorte de métabolisation de courants qui viennent de plus loin. D'abord, les courants de la géographie, et notamment des gens qui ont travaillé sur l'histoire de la pensée géographique. On pense à Clarence Glaken, qui en 1967 avait fait paraître un livre qui avait été traduit en français comme Histoire de la pensée géographique, et où Glaken décrivait déjà, faisait une histoire en fait des pensées concernant l'action de l'homme sur l'environnement, remontant à Montesquieu et même avant à Jean-Baptiste Dubo au début du XVIIIe siècle. Donc un courant un peu d'histoire, disons, des idées, d'histoire intellectuelle, avec la présence de géographes comme Glaken. C'est assez intéressant d'ailleurs, Glaken il est lié à une personne qui est importante aussi dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Karl Sauer, qui est un géographe américain du début, des années 50, et qui sera le grand redécouvreur de George Perkins Marsh, et de son livre The Man's Action. Man and Nature. Donc une sorte de redécouverte dans les années 50 de cette espèce de figure de la pensée écologique vue comme un précurseur de la pensée de l'action de l'homme sur l'environnement. On a aussi évidemment l'histoire de l'État, parce que aux États-Unis, la question de l'environnementalisme, de la conservation des ressources naturelles, c'est quelque chose qui a été important dans la construction même de l'État fédéral, à deux moments surtout, pendant la Progressive Era du début du XXe siècle, et puis pendant le New Deal. On sait que les réponses apportées par le New Deal au Dust Bowl ont été importantes, notamment la création du Soil Conservation Service, du Terra Grazing Act, qui réglemente l'usage des terres fédérales dans l'ouest des États-Unis. Bref, les catastrophes naturelles type Dust Bowl et le souci pour la conservation des ressources naturelles ont été aux États-Unis un espace privilégié pour la construction de l'État et un endroit où l'État a pu s'affirmer comme légitime. On retrouve ça beaucoup dans la littérature américaine jusque dans les années 70. Oui, c'est parce que, au départ, on était dans une cow-boy économie, une économie de frontières, une économie cow-boy où on arrivait, on pouvait s'emparer des ressources naturelles, les exploiter. Une fois que la conquête de l'Ouest a été terminée, en un certain sens, il faut commencer à prendre garde aux ressources, il faut commencer à développer des politiques de conservation. C'est une constante dans l'environnementalisme états-unien de toujours réaffirmer cette idée. Il faut absolument revenir sur les prérogatives absolues de la propriété privée. Il faut accepter désormais que l'État fédéral puisse dire sur cette forêt privée, il y aura des restrictions d'usage. On ne peut pas non plus mettre du pâturage sur des champs qui sont surexploités au motif qu'ils sont privatifs. Quelqu'un d'important dans ce contexte, c'est Samuel P. Hayes, qui va être le grand historien, avec plusieurs livres, grand historien des services forestiers et de conservation aux États-Unis. C'est une histoire très classique, histoire de l'État, histoire institutionnelle, de construction de l'État, vraiment dans un style très un peu vieillot aujourd'hui, mais qui va être réinvesti dans l'histoire environnementale comme un des travaux fondateurs. La question donc des modes de production et du rapport entre mode de production et catastrophe, la question du genre, la question de l'impérialisme, et puis avec William Cronon et son grand livre Changes in the Land, la question de la conquête et la question des Indiens. Ce livre, Changes in the Land, qui est une histoire socio-écologique de la colonisation de l'Amérique du Nord par les colons européens. Notamment dans le livre, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est tout ce que dit Cronon sur le rapport entre propriété et souveraineté chez les colons qui arrivent d'Europe et aussi chez les Indiens, avec tout le problème des traités inégaux. Est-ce que les Indiens qu'est-ce que ça veut dire pour les Indiens de signer des traités qui concèdent des terres sous forme de propriété ou de souveraineté à des Européens qui n'ont pas les mêmes conceptions, évidemment, de ce que peut être la souveraineté et la propriété. Donc, toute cette question-là, qui est évidemment fondamentale dans le contexte états-unien, parce que dans les années 50-60, on est dans tout un mouvement d'affirmation du mouvement des droits civiques chez les Indiens. La question des Indiens est centrale dans le mouvement environnementaliste aux États-Unis. Vous savez bien que dans le mouvement hippie états-unien, on a la référence de l'Indien comme l'écologiste. On le retrouve d'ailleurs, on retrouve cette valorisation de la culture indienne, y compris dans les noms qui sont donnés aux enfants, par exemple, des militants environnementalistes des années 60, avec beaucoup de noms comme Rainbow, River,
qui sont censés s'inspirer des cultures indiennes. Donc il y a toute une grande question autour de ça, et puis plus concrètement, hein, on a les grands procès des années 50-60 sur les revendications des nations indiennes qui veulent récupérer les terres, qui demandent à récupérer les terres. Dans ces grands débats, qui sont aussi des grands procès, qui sont tranchés plutôt en défaveur des nations indiennes, on a des universitaires qui interviennent, notamment Julian Stewart, le grand anthropologue fondateur de l'anthropologie écologique aux États-Unis, qui lui, on parlait tout à l'heure de venir en justice, enfin d'être témoin de justice, qui vient expliquer que les nations indiennes en question n'avaient pas de conception claire de la propriété et que donc elles ne peuvent pas réclamer les terres en question. La génération suivante, dans le fond, ses élèves, va beaucoup critiquer Stewart pour avoir fait ce geste. Il avait été lui-même consultant pour le Bureau des Affaires indiennes de l'État fédéral, et c'est dans ce contexte-là qui produira ces témoignages. Donc, pour revenir à Cronon, chez Cronon, on a cette question-là, encore une fois, la question indienne qui va apparaître. Donc une sorte de creuset sociopolitique très très intense, on voit avec beaucoup d'éléments, assez peu à ce moment-là la question des droits civiques appliqués aux populations noires, ça viendra plus tard, je vais en parler, avec le mouvement de la justice environnementale dans les années 90. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une espèce de constitution d'un embryon de communauté d'histoire environnementale aux États-Unis dans les années 60-70. Constitution d'une société américaine d'histoire environnementale, le journal Environmental History, un réseau informel de chercheurs qui se citent, se connaissent, se rencontrent. Donc une sorte de développement avec un ancrage très très net. Ils ne sont pas encore en position, ils ne sont pas à Yale, ils ne sont pas à Harvard, ils sont dans des petites facs plutôt, mais ils se structurent, ils commencent à se structurer assez rapidement. Tout ça va changer assez rapidement à la fin des années 70, au début des années 80. On va avoir une sorte de coup d'arrêt qui va être donné à cette communauté. Le coup d'arrêt, c'est le contexte politique du reaganisme, le reflux du mouvement environnemental, une sorte de régression en termes de régulation, tout ce qu'on peut connaître du mouvement, du courant néolibéral qui va se trouver déferlé sur les États-Unis à ce moment-là, avec un certain nombre de déperdition de la problématique environnementale dans le contexte à la fois politique, social, dans le débat public et aussi à l'université. Une rétractation de cette communauté sur ses postes dans les petites facs américaines, sur des problématiques, locales, c'est-à-dire on se met de plus en plus à faire des thèses sur le parc naturel, Yosemite, tel parc naturel, tel autre parc naturel, plus un genre qui va être monographique, qui va se recentrer sur des questions plus d'histoire états-unienne, des choses moins ambitieuses qui vont être à ce moment-là produites dans les années 80, en tout cas aux États-Unis. Une sorte de reflux, une sorte de mouvement de reflux. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'histoire environnementale, précisément à ce moment-là, s'est déplacée. En fait. De son creuset états-unien, elle a vraiment essaimé vers d'autres espaces qui vont être des espaces de vitalité en fait, dans les années 80-90. L'endroit le plus intéressant, c'est probablement l'Inde, où Ramachandra Guha, un historien indien inspiré par un mouvement historiographique qu'on appelle les Subaltern Studies, va, en 1983, faire un geste théorique fondateur en publiant un article où il dit l'histoire environnementale américaine elle est très intéressante, elle est fondatrice, mais il y a un problème, c'est son rapport à la nature. Ses approches sont fondées sur quelque chose qu'on appelle la wilderness, la nature sauvage. Donc l'idée que la nature et l'environnement de manière générale, c'est le sauvage, l'extérieur au monde des hommes, tout ce qui est de l'ordre de la sauvagerie originelle, peut-être un peu transformée, mais malgré tout, une sorte d'extériorité. C'est quelque chose qui avait été pensé déjà par les historiens américains. En 1967, notamment Roderick Nash avait publié un livre sur la wilderness où précisément il faisait une histoire intellectuelle de ce concept en montrant que oui, la wilderness était une catégorie importante pour la culture états-unienne. Il montrait notamment que les parcs naturels états-uniens avaient été créés à la fin du XIXe siècle autour de l'idée que des morceaux de cette sauvagerie originale, cette wilderness, devaient être conservés pour servir en permanence d'endroits où le citoyen américain pourrait se ressourcer en allant camper, en allant vivre la vie des premiers colons et donc retrouver les valeurs de bravoure,
de débrouillardise, des valeurs d'initiative, caractéristiques de la conquête de l'Ouest. Donc une place tout à fait particulière de la wilderness dans la culture écologique et environnementaliste aux États-Unis, avec aussi une dimension religieuse assez forte, wilderness, aussi ce qui est donné en tribu aux colons partis à la conquête de l'Ouest, donné par Dieu. Une dimension religieuse. Guha va dire le problème de tout ça, c'est oui, cette conception de la nature, c'est une conception impérialiste. Elle va servir dans les pays du Sud à contrôler, à gouverner, à appliquer des mesures coercitives sur les populations. Parce qu'on va créer quoi? Des parcs, des réserves qui vont restreindre les droits d'usage des populations. Or, ces populations, elles vivaient en symbiose avec leur environnement. Il n'y avait pas de distinction. L'exemple de Guha, c'est vraiment les communautés indiennes. Il n'y a pas de distinction entre la nature et la société, dans un certain sens. C'est une nature anthropisée, c'est une société qui vit en connexion métabolique avec le milieu naturel. On n'est pas dans cette dichotomie-là. Ramachandra Guha donc, est inspiré, comme je l'ai dit, par le mouvement des subaltern studies, dont le propos historiographique et politique est de dire qu'il faut redonner la parole aux dominés, aux paysans indiens, aux veuves, aux veuves en Inde, qui est un statut particulièrement déprécié dans la société indienne traditionnelle et coloniale. Bref, qu'il faut, comme le fait au même moment E.P. Thompson ou les gens de la New Left History en Angleterre, il faut redonner donc aux dominés, aux vaincus, droit au chapitre. C'est tout le sens de son travail historiographique, de sa prise de position contre la wilderness, contre cet impérialisme, que ce qui, selon lui, est porté par l'histoire environnementale. Et puis c'est ce qu'il fait dans son travail, en documentant les résistances paysannes à la régulation forestière coloniale. Ramachandra Guha, il travaille à un moment donné, un moment où s'exprime en Inde un mouvement assez important qu'on appelle le mouvement Chipko, qui est un mouvement qui conteste l'usage qui peut être fait des forêts, notamment conteste la dépossession des forêts communales par en fait une sorte d'alliance assez complexe entre l'État et des intérêts privés. Donc ce sont des mouvements qui essentiellement ce mouvement de désobéissance civile et aussi d'interposition avec des femmes, c'est assez connu ça, qui serrent entre leurs mains en fait, font des sortes de rondes autour des arbres pour empêcher qu'ils soient coupés. Donc des formes de résistance paysanne qui rappellent beaucoup, qui vont rappeler en tout cas chez Guha, qui vont rappeler les formes de résistance qu'avaient opposées les paysans européens à l'enclosure au XVIIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Contre l'enclosure des communs forestiers, le mouvement Chipko s'exprime et Guha, lui, documente l'histoire des résistances à la régulation et au gouvernement des forêts par les autorités coloniales sous le raj britannique. Donc c'est son grand livre de 85, Les bois silencieux, Quiet Woods, qui s'inscrit à la fois dans la lignée des subaltern studies et dans la lignée de l'histoire néo-marxiste anglaise. Alors, c'est le premier lieu, en quelque sorte, d'ancrage de l'histoire environnementale et de régénération de l'histoire environnementale en dehors des États-Unis. Un peu plus tard, un deuxième lieu, ça va être l'Angleterre, vraiment avec le travail de Richard Grove, dont le Green Imperialism paraît en 1995. Quelqu'un comme Richard Grove, c'est quelqu'un qui va dire, bon, l'histoire environnementale états-unienne est certes très intéressante, mais elle ne résume pas les rapports entre histoire et environnement, histoire et ressources, histoire et écologie. Il y a une tradition, par exemple anglaise, que lui, Grove, met en avant, et qui se rapproche plus de la géographie historique. Et Grove va être vraiment important pour mener une critique assez systématique, avec une critique aussi de la wilderness, une critique systématique des approches états-uniennes, et vraiment l'idée que il faut se décentrer, il faut sortir des catégories états-uniennes. Son acte fondateur, c'est le Green Imperialism de 95, mais qu'il avait déjà expliqué avant. C'est le fait de dire, voilà, l'environnementalisme, il n'est pas né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, c'est pas la création du parc de Yosemite qui va en 1864 qui sonne le début des politiques de conservation. Dans Green Imperialism, il explique que, selon lui, les origines de l'environnementalisme en Occident peuvent être localisées dans les colonies insulaires européennes de l'époque moderne.
essentiellement dans l'océan Indien, donc, notamment à l'île Maurice, sous la domination à l'époque des Français, et puis aussi dans les possessions anglaises et aussi d'ailleurs espagnoles des Caraïbes et de l'Atlantique. Il y a un double déplacement là-dedans, c'est le fait de dire l'environnementalisme n'est pas un produit du 19e siècle, ou de la fin du 19e siècle et de la fin de la conquête de l'Ouest, c'est un produit de la colonisation. Et c'est aussi de dire, c'est pas un produit du contexte sociopolitique américain, c'est quelque chose qui est né dans la culture occidentale, dans des contextes coloniaux qui mettent au contact des Européens, français et britanniques, et même espagnols, avec les populations indigènes. Cette notion de impérialisme elle est intéressante parce que c'est une façon de dire l'impérialisme, bien sûr, est destructeur, c'est ce qu'avait montré Crosby, mais l'impérialisme est aussi le catalyseur, le générateur de l'émergence d'une nouvelle conscience, d'un nouveau rapport à la nature qui est plus accueillant, bienveillant, qui est plus protecteur. Donc, c'est une sorte de réflexion sur l'ambivalence du mouvement de l'impérialisme et ce qui peut générer en termes de rapport à la nature. Bon, je vais peut-être passer rapidement là-dessus, mais Grove va être important pour organiser la création de d'autres revues basées en Angleterre, de revues d'histoire environnementale qui ne soient pas simplement l'Environmental History, la revue des historiens états-uniens en histoire environnementale. Il va réécrire des articles historiographiques pour expliquer que la première occurrence d'histoire environnementale apparaît en Angleterre, et pas comme on le disait souvent dans un article de Roderick Nash de 71 aux États-Unis. Il y a tout un débat qui est aussi intellectuel et politique sur quelles sont ces filiations. C'est le deuxième déplacement, le deuxième point. En lien avec ça, il y a aussi quelque chose qui va se passer, c'est que précisément dans les ex-pays de l'Empire britannique, type Australie, Afrique du Sud, on va avoir le développement d'historiographie particulièrement intéressante, c'est vrai en Afrique du Sud surtout, avec quelqu'un comme John Mackenzie, qui va travailler sur la question des politiques environnementales coloniales et plus généralement faire une histoire environnementale de la colonisation. Crosby le faisait d'une certaine façon. Mackenzie va le faire en documentant autre chose, en documentant les politiques de protection que les empires coloniaux ont mis en place dans les territoires au 19e et au 20e siècle. On sait aujourd'hui que les parcs naturels, en tout cas en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, ont été d'abord créés, ont été expérimentés et créés et mis en œuvre dans les colonies avant de l'être en métropole. Ça a été bien documenté par Adel Selmy notamment, par Mackenzie, par tout un nombre de personnes qui ont travaillé là-dessus. Le livre de John Mackenzie de 88, The Empire of Nature, est pour moi le plus fort. Il a été le premier à faire aussi fortement ce geste de dire, regardez les premières formes de protection en Afrique, ce sont des réserves de chasse. Pourquoi les réserves de chasse? Pas pour protéger, je ne sais pas quel félin, etc., pour assurer que la chasse coloniale puisse se continuer. La chasse coloniale qui implique un colon ou un voyageur venant d'Europe qui va finalement exterminer à la chaîne les lions, les antilopes avec l'aide de toute une cohorte d'aides indigènes, qu'elle puisse continuer et que puisse être perpétuée. Il y a toute une étude en termes d'histoire culturelle, ce geste de domination de l'Européen sur la sauvagerie africaine qui est de poser avec le pied sur un lion qu'on vient d'abattre. Donc vraiment une histoire culturelle et institutionnelle de ces formes de préservation comme des formes avec une forte dimension impériale. Ça correspond aussi à tout un mouvement historiographique, certes, mais aussi dans le domaine de la sociologie, de la géographie, en anthropologie. Dans les années 80, la question des effets socio-environnementaux des formes de protection, parcs naturels, espaces réservés, etc. Avec vraiment l'idée que, comme l'écrira Roderick Newman dans les années 80, il y a les enclosures de la conservation. C'est-à-dire en conservant, alors c'est intéressant aussi le terme, Roderick Newman c'est bien inspiré par l'historiographie marxiste, par Hobsbawm dont j'ai parlé, etc. Donc le terme d'enclosure qui vient de Marx, avec l'idée qu'on va faire un geste de privation, finalement, on va restreindre les droits d'usage des populations locales sur leurs alentours, sur les lieux qu'elles avaient anthropisés, etc. On va voir toute une historiographie qui va se développer autour de cette idée.
avec John Mackenzie, et aussi aux États-Unis même, avec des gens qui vont commencer à documenter l'histoire des parcs naturels états-uniens, sans faire l'histoire glorieuse de on va faire Yosemite et c'est génial, on est protégé, c'est là que naît le camping, etc. Mais en montrant qu'en fait, dans le processus de construction de ces parcs naturels, on a expulsé et on a rayé de la carte, en termes de discours, hein, l'existence des groupes indiens qui avaient anthropisé ces espaces depuis longtemps. Évidemment, les anthropologues vont être très très sensibles à ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on arrive dans un environnement, dans une nature, de dire que cet espace est ou non anthropisé? Précisément, toute cette historiographie va montrer que les formes d'anthropisation des populations qui sont mobiles, qui laissent peu d'impact visible pour l'observateur extérieur sur le milieu naturel, eh bien toutes ces populations-là ont été privées de leurs droits parce qu'on a érigé en wilderness des espaces qui étaient en fait des lieux où certains de leurs enfants étaient nés, où ils avaient depuis des générations trouvé leur nourriture, où ils menaient des rituels. Donc ça c'est une vaste question qui va être travaillée aux États-Unis dans un contexte de colonisation intérieure, parce qu'il s'agit d'une histoire coloniale à l'intérieur d'un État, et dans un contexte de colonisation extérieure, en Afrique notamment, mais aussi en Australie. Cette historiographie va être reprise, vous voyez des textes par exemple de Philippe Descola, il a écrit récemment son deux textes, il y en a un dans La vie des idées qui est sur internet, il reprend cette question-là et il s'appuie notamment sur cette historiographie-là pour poser la question de espace anthropisé, espace non anthropisé, qu'est-ce que ça veut dire qu'anthropiser un espace et quel lien à la conservation. Il y a aussi derrière tout ça un certain nombre de travaux, notamment aux États-Unis, sur cette question très intéressante de la régulation de la chasse. Qu'est-ce que c'est que le braconnage? La qualification d'un acte qui consiste à prendre du gibier, qui est qualifié en crime ou en délit, plutôt en délit, mais je parle de crime parce que derrière il y a le grand cas anglais, hein, où au XVIIIe siècle le braconnage est qualifié de crime et quelque chose que Hippie Thompson et Osborne ont travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire que mettre une régulation si forte sur l'acte de prendre le gibier? Il y a aussi derrière tout ça, comme chez Guha, une interrogation sur l'environnementalisme des pauvres qu'on retrouve dans les années 80 chez des gens comme Martinez et Allier. Qu'est-ce que l'environnementalisme des pauvres? Les pauvres anti-environnementalisme? Qu'est-ce qui se passe au moment du clash entre un environnementalisme des élites et un environnementalisme des pauvres, qui est qualifié comme un environnementalisme qui précisément ne sépare pas entre nature et société et qui est un environnementalisme de subsistance aussi. Quelle différence ça fait de protéger la nature parce qu'on en vit et de protéger la nature parce qu'on y voit des valeurs morales, religieuses ou sociales? Troisième grand lieu de recomposition de l'histoire environnementale et qui explique aussi cette diversité contemporaine, c'est cette fois-ci encore, on a un retour aux États-Unis dans les années 90 avec quelqu'un qui s'appelle William Cronon, dont j'ai parlé déjà. Et qui lui va écrire en 91 peut-être pour moi le plus beau livre d'histoire environnementale, c'est The Nature's Metropolis, l'histoire environnementale de Chicago, où il explique comment Chicago s'est construite en réalité en coproduisant dans le même mouvement une bonne partie des grandes plaines états-uniennes. Comment une ville se construit en transformant en même temps une bonne moitié des États-Unis. Parce qu'elle draine du bois, elle draine des grains, elle draine des matériaux, en même temps elle se construit. Chicago, c'est l'endroit, le centre de l'industrie de transformation de la viande aux États-Unis. D'où viennent ces pièces de viande, qu'est-ce qui se passe? Donc une histoire assez magnifique, d'ailleurs assez constructiviste, c'est-à-dire inspirée de l'histoire des techniques sur Chicago. Et alors là, une grande réaction, Donald Monster, dont j'ai parlé, le théoricien du baseball, dira c'est pas l'histoire environnementale, parce que la ville n'est pas là, la ville ne peut pas être un objet d'histoire environnementale, parce que c'est pas de l'environnement. Un grand débat dans Environmental History sur qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire de faire histoire environnementale d'un milieu construit. Qu'est-ce que c'est, quel sens ça peut avoir? Nature's Metropolis est important pour ça, pour inscrire la question de la ville au cœur de l'histoire environnementale à partir des années 90. Et là derrière, on a tout un certain nombre de gens. On a des gens qui étaient des historiens des techniques comme Martin Melosi qui se mettent. C'était des historiens, des ingénieurs, ils travaillaient sur les réformes urbaines,
travaillé sur l'histoire de l'assainissement, qui n'était pas le sujet le plus sexy, l'histoire des techniques dans les années 70-80. Il y a des choses assez marrantes dans l'historiographie de ces objets un peu sales, cette histoire d'excréments, de boue. C'était vraiment réservé vraiment aux losers d'histoire des techniques. Et en France, il y a 2 ou 3 articles, on en rigole presque dans l'historiographie. Et là, dans les années 80-90, il y a une sorte de résurgence, ils deviennent ceux qui avaient préfiguré l'histoire environnementale. Martin Mellosi sort de son relatif anonymat et devient un des fondateurs de l'histoire environnementale urbaine. Il continue, il se réoriente bien sûr en problématique. Et puis il a toute la connaissance qu'il a accumulée. Donc la question de la ville, les pollutions urbaines, les nuisances urbaines, en France on a beaucoup ça avec des gens comme Geneviève Massard-Guilbault par exemple, qui sont dans cette historiographie maintenant de les pollutions urbaines, comment les réguler, qu'est-ce que ça veut dire transformer des cours d'eau dans les villes. Stephen Mosley aussi en Angleterre qui travaille sur, vous savez, les grandes villes en Angleterre pendant la période industrielle, ces villes hyper polluées, Manchester, Londres, toutes ces questions de pollution. Natchez Metropolis va aussi lancer un genre, celui des éco-biographies urbaines, avec aujourd'hui 4, 5, 6 villes américaines pour lesquelles on dispose de biographies environnementales. Ted Sternberg va bientôt faire paraître son histoire environnementale de New York, qui est assez attendue. On a par exemple Matthew Kindle qui a fait une histoire environnementale de Seattle, qui est assez intéressante. C'est des livres qui se vendent assez bien, qui correspondent à un créneau éditorial. C'est assez sexy, c'est assez simple, c'est un genre qui est assez net et qui correspond aussi à un genre éditorial de haute vulgarisation, disons aux États-Unis, qui se situe entre le livre vraiment académique et le livre très grand public. C'est quelque chose. Ça serait l'équivalent de Jared Diamond aussi. C'est de la non-fiction, je peux dire, une espèce de livre documentaire qui peuvent être intéressants pour des chercheurs aussi. Et pour moi, Natchez Metropolis, c'est la ville, mais c'est aussi, et c'est peut-être surtout l'introduction d'un grand sujet dans l'histoire environnementale, c'est la consommation. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce serait vraiment la chose à retenir. C'est-à-dire, dans un volume de 2011 ou 2012, on avait demandé à 20 historiens de l'environnement états-uniens de donner de façon séparée, sans concertation, en une page, selon eux, le futur de l'histoire environnementale. C'est paru dans Environmental History. Et quand on a les réponses, on voit qu'il y a presque un tiers des réponses qui citent Cronon et qui disent en fait l'avenir c'est la consommation. On ne va plus regarder l'histoire environnementale, on ne va plus regarder les processus environnementaux en partant de la production, on ne va pas les regarder en partant de la protection, on va les regarder en partant de la consommation. Ce qui est aussi lié à un mouvement général dans les sciences sociales, d'émergence de la question de la consommation et de revisitation de l'environnementalisme comme pouvant passer par des actes de consommation. Je ne vais pas le dire, AMAP, c'est un mouvement socio-politique aussi derrière qui crée un contexte pour ça. La consommation, c'est par exemple le livre de John Solory, Bananas Cultures, en 2005, qui est une histoire de la consommation des bananes aux États-Unis en lien avec l'exploitation des environnements de culture de bananes en Amérique du Sud. Une histoire de l'impérialisme, mais qui part du supermarché dans une ville américaine. Les Américains ne veulent pas manger des bananes telles, il faut qu'elles soient jaunes et pas comme si, mais il y a des problèmes environnementaux, on change les espèces de bananes, alors il faut des insecticides, mais alors il faut vendre ces bananes-là aux consommateurs américains, alors il y a une histoire de la publicité. On publicise tel ou tel type de banane et on voit comment, la chiquita, une sorte de banane particulière, on voit comment des espèces, des entités écologiques, plantes, fruits, sont configurés dans des échanges entre consommation et production. Derrière tout ça, il y a tout un ensemble de travaux qui ont porté sur une histoire environnementale du café, sur transatlantique, une histoire environnementale du code, c'est la morue, une histoire environnementale des bananes. Bref, ça s'est décliné à l'infini, des histoires de produits comme ça alimentaires, une histoire environnementale de ces produits alimentaires. Encore tout un autre genre. Donc
on voit les recompositions. L'Inde, les subalternes, la critique de la wilderness, la question des paysans, des résistances, des dominés. La question de la ville, Cronon, les écographies urbaines, on commence à parler de la ville de plus en plus comme l'objet de l'histoire environnementale. La question des colonies, la colonisation. Et puis dans les années 90, l'émergence vraiment d'une historiographie autour du rapport entre inégalité raciale et inégalité environnementale, qui accompagne en fait un mouvement socio-politique aux États-Unis, le mouvement de l'environmental justice, la justice environnementale, qui dit voilà, pourquoi est-ce que c'est toujours basiquement dans les banlieues noires, les plus noires et les plus pauvres des villes qu'on trouve les stocks de déchets chimiques, qu'on trouve les endroits les moins décontaminés, qu'on entrepose dans des canaux comme le Love Canal, des produits qui sont délétères. Et autour de ça, des historiens comme Andrew Hurley qui se mettent à documenter ces questions d'histoire environnementale appliquées aux inégalités, avec notamment le livre d'Andrew Hurley sur la ville de Gary, Indiana, qui est une ville qui a été presque créée par une compagnie de sidérurgie, et où il montre que, suivant les techniques employées, suivant les lieux, on a des inégalités raciales et économiques très très fortes dans l'exposition au risque. J'aurais pu parler aussi, il n'y aurait pas forcément le temps, d'un autre genre, un sous-genre d'histoire environnementale qui est sans doute le plus connu, c'est le genre des histoires environnementales globales. Jared Diamond, Effondrement, Collapse 2005. Dans les années 90, il avait publié un livre qui s'appelait De l'inégalité parmi les sociétés, qui était une sorte de géographie universelle des inégalités entre les peuples, inspiré de Crosby d'ailleurs, beaucoup cité dans le livre. Cette image-là n'est pas due d'ailleurs à Diamond. La mise en avant de l'île de Pâques comme un modèle de dégradation écologique, elle est due à un journaliste anglais qui s'appelle Clive Pointy, qui dans les années 90 avait publié un livre qui s'appelle The Green History of the World, qui est la première grande histoire environnementale globale. Et c'était lui qui commençait en parlant des îles de Pâques. L'histoire globale, voilà, c'est un genre un peu à part parce qu'il est, encore une fois, entre la vulgarisation simplette et l'académique. C'est de la non-fiction, c'est un genre qui existe surtout dans les pays anglo-saxons et qui fonctionne avec des normes assez particulières, éditoriales assez particulières. Derrière tout ça, il y a des auteurs qui ont fait des choses plus académiques, John McNeill, Donald Hughes, Joachim Radkau, qui ont publié en 2000 et 2001 3 grandes histoires globales de l'environnement. Ça répond aussi à des logiques universitaires, parce que c'est aussi des textbooks dans les facs. Si je fais une histoire environnementale globale, ça fait aussi de quoi faire un syllabus pour tous mes étudiants pour l'année à venir, parce que je traite tous les sujets d'histoire environnementale. Il y a aussi, tout ça est assez lié. Évidemment, c'est lié plus profondément aussi au fait que dans l'histoire, les approches globales ont pris vraiment de l'importance ces dernières années. J'aurais voulu simplement, en conclusion, donner quelques perspectives sur le futur. Je peux le dire simplement, c'est un peu prospectif. Et moi, je dirais évidemment les grandes questions que l'histoire environnementale va prendre à bras-le-corps, à mon avis, devrait prendre à bras-le-corps. La question du climat, bon, évidemment. Je pourrais en parler, je travaille très exactement dessus en ce moment. La question de l'énergie, l'histoire de l'énergie qui revient très très fort en lien avec la transition nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire que passer d'une économie basée sur le travail des animaux et le bois, une écologie du charbon, l'écologie du pétrole. On pense au livre de Timothy Mitchell sur la démocratie du carbone, paru récemment, qui pense aux questions de front. De la science normale qui va continuer, mais qui peut réserver des surprises, l'histoire de l'environnementalisme, l'histoire des services de protection, l'histoire des pollutions urbaines qui sont un peu, à mon sens, qui ont déjà beaucoup donné, mais qui continueront. La question du rapport entre histoire environnementale et sciences biologiques. La notion de big history, est-ce qu'on peut faire une histoire évolutionniste des sociétés? Ça, c'est quelque chose que quelqu'un comme Edmund Russell fait en ce moment. Est-ce qu'on peut appliquer à l'échelle de l'histoire des principes darwiniens de sélection, pas pour faire du darwinisme social à la Spencer ou expliquer que les pauvres vont disparaître parce que c'est la sélection naturelle, mais pour essayer de montrer comment les contextes sociaux façonnent les organismes à l'échelle
biologique, et ça c'est lié aussi à des grandes transformations dans le domaine même de la génétique, hein, avec l'essor, peut-être vous savez, de l'épigénétique. Cette idée que, ok, il y avait l'ADN qui était en nous et qui est très, voilà, on ne peut pas faire grand chose à part avec des radiations, mais que par contre, on a des phénomènes qui font que l'environnement peut influencer l'expression de ces gènes. Donc une sorte de néolamarckisme qui revient très fort, hein, c'est l'actualité de la génétique. Et puis aussi, à mon avis, mais ça c'est plus mon point, le dialogue critique, hein, de l'histoire avec l'économie, et plus particulièrement avec l'économie néo-institutionnaliste, qui me retient aussi en ce moment. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.